Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Hat-Trick en live sur Twitch premièrement. Donc salut à tous, on se retrouve pour Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe de la Ligue 1. Chaque journée, on débriefe, on analyse les matchs que l'on a vus ce week-end. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on est en live, donc deuxième live avec Tiziano. Donc bonjour à ceux qui sont là et au pire, il y aura la rediff sur YouTube. Et donc pour m'accompagner, comme je disais, on commence à en avoir l'habitude. Il est avec moi lors du premier live de notre chaîne pour la vidéo sur l'équipe de France. Il a déjà participé à Farmer Streak. Tiziano, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super Vincent. On va parler Ligue 1, on va parler football et hâte de faire une belle émission. Bah oui, comme toujours, évidemment. Gaëtan n'est pas là aujourd'hui. Donc quand même, petit point sur les Girondins de Porto, de Bordeaux, on va le faire à sa place. Bordeaux qui a gagné contre la Roche-sur-Yon. Donc 3 buts à 0. Voilà, donc petite dédicace à Gaëtan qui reviendra évidemment pour les prochaines émissions. Et Guillange aussi qu'on n'a pas vu depuis un moment, mais qui travaille beaucoup. Donc il reviendra lui aussi très bientôt sûrement. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer évidemment à la huitième journée de Ligue 1 avec le gros focus sur le Paris Saint-Germain contre Strasbourg, cet incroyable 3 buts partout. On reviendra aussi sur les autres matchs de Ligue 1, le match de l'OGC Nice contre l'Olympique Lyonnais, le match d'hier soir entre l'FC Nantes et le LOSC. On évoquera aussi les matchs de Coupe d'Europe et les équipes qui sont en Coupe d'Europe. Et pour finir, notre séquence habituelle, les anciens de Ligue 1 ou les Français à l'étranger. Donc je pense qu'on est bon pour le sommaire Tiziano, donc on va pouvoir démarrer. Déjà, il faut dire qu'on a une super journée de Ligue 1. On a tendance à rabaisser souvent la Ligue 1, mais là pour le coup ça a été vraiment une super journée et dès le vendredi soir du coup, avec ce match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Pour commencer déjà, je vais vous citer les compos. En tout cas pour Strasbourg, c'était une compo plutôt classique que je me la remette sous les yeux. Donc on avait évidemment Pender Sokage, une défense à 3 avec Chilwell, Oxberg, Doué, Ouattara à gauche, Barco, El Mourabé en milieu central, Doucouré à droite. Pour les deux attaquants excentrés, on avait Enciso et Diego Moreira. Et en pointe, Joaquin Panicelli. Évidemment, on reviendra sur ce joueur. Pas de Félix Le Maréchal. Il n'y a toujours pas de Mamadou Sarr et toujours pas de Emmanuel Emega qui est encore blessé. Donc voilà, et on avait Kendry Paez aussi sur le banc, mais évidemment les joueurs de la soirée étaient bien sur le terrain et titulaires côté Strasbourg. Côté APG, on avait le droit à une équipe bis, mais quand même de talent. Donc première chose, retour quand même de Désiré Doué. Ça fait un mois qu'on l'a pas vu depuis le match contre avec l'équipe de France contre l'Ukraine, si je dis pas de bêtises, où il est sorti à la mi-temps. Donc on avait évidemment Chevalier dans les cages. En défense, Hernandez à gauche, Beraldo Zabarni en défense centrale. La surprise, Seni Mayoulou à droite. Et un milieu à 3 avec en point de basse Warren Zahir Emery, Désiré Doué, Kanginli. Et en attaque, Barcola à gauche, Gonzalo Ramos en pointe et Mbaye à droite. Et on avait Gvara, Hakimi, Mendes, Djantou, Pacho et Vitinha sur le banc. Donc on va commencer sur ce match dès la sixième minute en fait avec le premier but parisien sur une passe D de Désiré Doué, donc c'est Bradley Barcola qui marque. Donc 1-0 pour Paris. Pour ces joueurs du Paris Saint-Germain, on en parlera un peu plus tard. Mais on va commencer sur la dixième minute avec Strasbourg. Le double arrêt de Lucas Chevalier avec Joaquin Panicelli qui a failli mettre un superbe but quand même. Une espèce de roulade, je sais pas quoi. En tout cas, ça a failli être un super but. Mais la double parade de Chevalier. Tout de suite, il y a un joueur qui se démarque, donc c'est donc lui, Panicelli, qui fait la paire avec Enciso. Enciso, je le rappelle, il jouait à Ipswich, je crois, l'année dernière. Avant, il était à Brighton, donc c'était un joueur un peu méconnu pour ceux qui ne suivent pas vraiment la première ligne. Même pour ceux qui la suivent, honnêtement, moi, je le connaissais pas vraiment. Euh, et Panicelli, évidemment, hein, on commence petit à petit à le connaître, mais il était bien en D2 espagnol la saison dernière. Et donc, 26e minute, c'est un centre incroyable de Guéladoué pour la tête de Panicelli. Donc, ça fait un partout. Donc, ça va être ma première question, Tiziano. Joaquin Panicelli met un doublé dans ce match. Donc, pour lui, ça fait 7 buts en 8 matchs de Ligue 1. Ouais, Il a fallu mettre le 4-3 même en fin de match sur une une grosse tête aussi. occasion. Ouais, une très très grosse occasion. Une activité incroyable dans le match. À la fin du match, il n'arrivait même pas à parler en interview.
Gaëtan, lui, il a répété plusieurs fois qu'il aimait bien ce joueur. Moi, j'étais plutôt réservé. J'attendais d'en voir plus. Du coup, j'en ai clairement vu plus de ce joueur. Donc, Cizeno, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Panicelli et surtout de son début de saison avec Strasbourg? Ouais, moi je suis plutôt dans le camp Gaëtan sur ce combat. Je trouve que c'est un super joueur. Vraiment. Alors, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas. On n'est pas sur une catégorie d'attaquant moderne, en quelque sorte. C'est vraiment un renard de surface, un mec qui est là pour marquer des buts. Et bah, il le prouve depuis le début de saison. Comme tu l'as dit, c'est un joueur qu'ils sont allés chercher en D2 espagnol, où il a fait vraiment une grosse saison, mais ils ont mis un billet pour quand même pour un joueur qui n'avait pas prouvé au plus haut niveau. Et bah ça paye, c'est une belle trouvaille de la part de Strasbourg, parce qu'aujourd'hui, Emega, on le voit, il est un peu blessé, il joue pas tous les matchs, on le voit par intermittence, mais c'est pas, on s'inquiète pas plus que ça, parce que bah, Panichelli est là et il enchaîne les buts. Euh, il a une belle variété, enfin son jeu de tête là contre le PSG, c'est le premier but. Comment il mange Zabarni, c'est fou quoi. Il y a peu de joueurs comme ça qui sont capables de bouger l'Ukrainien. On a vu marquer beaucoup de pénalty, on sent un vrai sang-froid et une vraie envie de prendre ses responsabilités en attaque. Du coup, ouais, super joueur, je trouve, moi. Même si, bon, un peu limité techniquement, mais comme ça, mon attaquant de pointe, je trouve que c'est une belle trouvaille. Ouais, moi j'aime beaucoup ce type d'attaquant, en tout cas, hein, moi, des vieux neufs à l'ancienne, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, oui, déjà sur son jeu, je crois que c'est les journalistes sur Ligue 1 Plus qui le disaient avant, enfin en tout cas les consultants, qui mettaient beaucoup d'intensité, même à l'échauffement, on l'a vu, il allait au physique. Euh, Tu l'as dit, il y a un peu une absence des mégas en ce début de saison, même si c'est un très bon attaquant. Quand il était revenu, donc je crois que c'était pour le match du PFC et après le match d'après, il était là. Ouais. Donc on l'a vu un peu sur le banc. Euh, on en avait parlé avec Gaëtan, mais je vais te demander qu'est-ce que tu penses d'une association avec Emega? Est-ce que deux grands comme ça dans le football moderne, c'est encore possible? Ou peut-être il va peut-être retourner sur le banc quand Emega va revenir. Après, on ne sait pas exactement quand. Ouais, je Qu'est-ce que suis tu penses? pas dans l'esprit comme ça, sans le voir forcément, je suis pas forcément convaincu de l'association. Même dans le système strasbourgeois, qui aime bien jouer, bon, soit avec ce 3-5-2 ou 3-4-3 en quelque sorte, avec ses ailiers, ses latéraux très hauts, avec Diogo Moreira notamment. Je suis pas sûr que ça. C'est ce que le jeu strasbourgeois demande, de pointe haute comme ça, qui. Alors Emiga, c'est vraiment pas le type d'attaquant que Panicelli, hein. Il est beaucoup plus disponible, il aime avoir le ballon dans les pieds. Mais pas forcément convaincu. Moi, je pense plutôt qu'ils vont alterner les deux. On sait que Strasbourg joue sur toutes les compétitions et Liam Rosenor aime bien faire tourner son effectif. On l'a vu depuis le début de saison, là, le nombre de joueurs utilisés est assez impressionnant. Du coup, pour moi, ils vont alterner en pointe. Il y aura du temps de jeu pour tout le monde. On sait qu'Emega, l'année prochaine, il n'est plus là. Du coup, bah, c'est bien aussi de préparer la transition avec Panicelli. Du coup, à voir. Je sais pas si toi, t'es emballé par cette idée, moi, pas forcément. Non, j'avoue que j'aime beaucoup cette équipe de Strasbourg qui joue avec un joueur plus technique derrière, que ça soit Kendry Paez ou là on l'a vu Ouais. Enciso. Donc ouais, les deux. Après, pourquoi pas les voir hein, sur un match, hein, ça peut toujours être Oui, intéressant oui, ce que je ça pense donne. qu'on aura l'occasion de le voir. Oui, je pense qu'aussi on aura l'occasion, mais ouais, je sais pas si peut-être ça sera viable à long terme en tout cas. Mais en tout cas, même si c'est deux grands joueurs, c'est quand même, comme tu l'as dit, deux profils différents. Donc ça peut être tout aussi intéressant, hein. Alors, je vais faire une grosse comparaison, mais en équipe de France ou dans des clubs comme Liverpool, un joueur comme Ekitike, on sait qu'il peut se décaler sur un côté droit, sachant qu'il est plus Ouais, technique. complètement. Donc est-ce que Emega pourrait être un type de joueur à la Hugo Ekitike? Pourquoi pas? En tout cas, c'est à voir. On jettera un œil quand ça sera possible. Là, Emega, pour l'instant, il est toujours blessé à l'ischio-jambier. Donc, il devait revenir à ce moment-là. Pour l'instant, il n'est pas revenu. Peut-être d'ici une ou deux semaines. Peut-être pour le match de Coupe d'Europe. On n'a pas l'info encore. Donc, ça sera à voir. Si on continue sur le match, donc on continue avec ce deuxième but de Strasbourg de Diego Moreira juste avant la mi-temps. Donc ça fait 2-1 pour les Alsaciens et le retour en deuxième mi-temps, 48e, très tôt dans la deuxième, le doublé de Panicelli. Donc et la passe décisive de Diego Moreira.
Avant de continuer sur la fin de match et plus sur le PSG, moi j'aime beaucoup déjà cette équipe de Strasbourg. On se souvient que c'est Guy Ange qui avait choisi cette équipe dans la preview de la Ligue 1 comme une équipe à suivre. Moi j'ai souvent parlé d'Igo Moreira, que c'est un joueur que j'aimais bien. Mais il y a aussi un joueur dans cette équipe qui monte en puissance au fil des matchs. C'est le milieu de terrain, meneur, donc Valentin Barco, un petit gabarit pardon, comme lui, mais technique. On le voit avec sa passe D pour Morera qui est vraiment cette espèce de louche. La Franchement, petite louche de l'extérieur, là, c'est magnifique. exactement, c'est vraiment un petit bonbon. Et en plus, qui se donne physiquement, on voit qu'il, depuis le début de saison, je crois qu'il joue avec une espèce de grosse trappe sur la cuisse, tout ça. Je sais plus s'il avait enlevé, j'ai pas le souvenir. Mais voilà, qui se donne physiquement, qui va au duel. Donc, est-ce que pour toi, un joueur comme Barco, c'est un joueur à suivre en Ligue 1 ou peut-être dans d'autres équipes au futur? Ah ouais, complètement, complètement. Oh, surtout, déjà, il est arrivé l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises, de Brighton. Il avait déjà été assez impressionnant pendant ces 6 mois. Et là, je trouve que depuis le début de saison, c'est encore meilleur. Et comme tu l'as dit, c'est un joueur à l'image de Panicelli qui a cette grinta argentine peut-être. Mais c'est un joueur qui se donne totalement sur le terrain. Et c'est depuis récemment qu'il joue au milieu de terrain parce que ce soit à son dernier ou au début de saison, il a joué aussi piston gauche. Donc c'est un joueur aussi polyvalent euh, et qui a vraiment à la fois ce bagage technique, on le voit sur le but de Morera où sa passe est fabuleuse, comme on le disait. Et il y a aussi, voilà, comme on le dit, cette envie il n'a pas peur d'aller au duel, d'aller gratter des ballons dans les pieds. Non, c'est un super joueur. C'est quand même assez étonnant que Brighton n'ait pas plus essayé de le développer quand on connaît leur envie de voilà, faire développer des jeunes, qu'ils n'aient pas eu la vision sur lui. Mais tant mieux pour Strasbourg, tant mieux pour la Ligue 1. Ouais, moi je pense que c'est un joueur qui s'il continue comme ça sur sa saison, il peut l'année prochaine viser un top club. Ouais. Ouais. Et est-ce que toi, dans cette équipe de Strasbourg, tu as peut-être un chouchou, entre guillemets, que tu aimes bien voir jouer? On sait qu'il y a pas mal de joueurs comme ça. Moi, je l'ai dit, Ouais, il y a des Morera, super joueurs dans cette équipe. il y a Guéladoué, peut-être, le Maréchal. Est-ce que tu en as un en particulier ou... Ouais, bah c'est les deux noms que j'allais te sortir, le Maréchal et Gueladoué. Bah, Gueladoué qui a fait un super match contre son Ouais. frère, contre le PSG. Il y a la passe décisive, mais il y a toute l'activité tout au long du match. Il a super bien défendu, il a apporté du danger offensivement. Et Félix Le Maréchal, c'est un joueur aussi, bon là on l'a pas vu aujourd'hui, mais souvent quand je regarde Strasbourg, c'est un des joueurs qui vraiment ressort, tu disais, dans ce poste derrière l'attaquant. Il a vraiment une grosse activité. Il n'a pas peur de demander le ballon, aller au duel, gagner des mètres avec le ballon, souvent décisif. Ils l'ont récupéré de Monaco, hein, formé à Monaco, il me semble. Euh, et ouais, c'est un joueur à suivre, moi, je trouve, essentiellement. Encore très jeune, international espoir, si je dis pas de Ouais, il est bêtises, sport, il est on va sport. vérifier. Non, s'il y a vraiment, enfin Strasbourg, bon, on l'a vu, hein, ils ont fait un mercato à plus de 100 millions. Il y a des jeunes espoirs dans tous les sens. Mais et maintenant, c'est bien, mais il faut confirmer derrière. Et on voit que dès ce début de saison, ils réussissent à trouver une alchimie, ils réussissent à trouver les ingrédients qu'il faut pour performer. Ouais, exactement. Il y a eu un début de saison un peu mitigé. Là, ils commencent à retrouver la dynamique qu'ils avaient la saison dernière, en tout cas en fin de saison dernière, même la saison. Bref. Et il y a deux autres joueurs aussi. Donc Gueladoué, à un moment qui devait partir du côté du Milan AC. Il y a aussi des Abdul Ouattara, si je dois nommer des noms à la volée. Mhm. Et Kendry Paez aussi. Peut-être attendre d'en voir un peu plus, mais lui, il est quand même annoncé comme un potentiel crack sud-américain. Donc vraiment à suivre quand même cette équipe de Strasbourg. Si on continue dans le match, donc là on en était à 3-1 pour Strasbourg dès le début de la deuxième mi-temps. Il y a quand même une baisse physique dans ce match de cette équipe alsacienne. Donc Liam Rosenior, il change un peu de tactique. On sait que c'était plutôt du 1 contre 1 sur le début de match, voire jusqu'à l'heure de jeu. Il a quand même demandé à ses joueurs de reculer parce que physiquement, même lui, il a dit à la fin du match en interview qu'il commençait à être cuit, donc il voulait quand même essayer de conserver ce résultat. Il y a un retour au score du Paris Saint-Germain grâce au penalty provoqué par Désiré Doué. Donc Désiré Doué, il fait passe décisive et il provoque un penalty transformé par Gonzalo Ramos. Donc là, on est à 3-2 et il y a la sortie de Doué, Beraldo, Barcola et l'entrée de Gvara, Jantu et Pacho. Euh,
sur cette équipe de Paris, qu'est-ce que tu as pensé du retour de Désiré Doué? Et je t'écoute et après je vais quand même donner mon petit avis Ouais, bien sur Doué. sûr. Ouais, Doué qui a pas fait un match exceptionnel, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Et comme tu l'as dit, décisif par la passe, par le dribble, quand il provoque le penalty provoqué par Mike Penders. Un peu, peut-être un peu juste physiquement, peut-être a voulu un peu trop en faire, comme on peut le voir dans ses mauvais jours. Mais bon, il vient de revenir de blessure, voilà, comme tu disais, ça faisait depuis le match face à l'Ukraine qu'on l'avait pas vu. On va lui laisser du temps. Il joue aussi avec une équipe bis, hein, presque totalement du PSG. Du coup, c'est des automatismes qu'il n'a pas forcément. Mais un retour mitigé, décisif, mais pas spectaculaire. Ok, bah, je pense qu'on a un peu les mêmes, le même avis sur ce retour de Désiré Doué. Il fait, donc comme je l'ai dit, hein, il a fait sa passe décisive et c'est lui qui provoque le penalty quand même. Mais ouais, il a un peu trop forcé sur le dribble. Après, peut-être qu'il avait, pour le dire un peu, il avait fin de ballon, donc il a un peu Oui, trop forcé sur ce dribble. Sur le deuxième but, si je dis pas de bêtises, c'est lui quand même qui fait une oui, c'est lui mauvaise qui perd. relance. Et donc c'est récupéré par Strasbourg et malheureusement c'est un but. Donc ouais, un peu un retour mitigé, mais décisif de Désiré Doué, à voir s'il sera un peu mieux sur le prochain match de Ligue 1 et même sur le match de Ligue des Champions qui arrive. Donc voilà. On continue sur ce match. 72e poteau de Kang In-lee, puis 79e but de Mayulu avec la passe décisive de Kang In-lee. Donc Mayulu, hein, je le rappelle, qui a joué latéral droit sur ce match. Luis Enrique enfin, l'utilise beaucoup dans différents postes. Un coup il est avant-centre, un coup il est milieu de terrain. Là, il était latéral droit et il a fait un très très bon match. Donc il y a 4 joueurs qui ont retenu quand même mon attention dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y en a trois positivement et il y en a un plus dans le négatif quand même. Donc le point positif déjà, le retour de Warren Zaïre-Emery, qui a été un peu déclassé quand même la saison dernière dans la hiérarchie du PSG et même en équipe de France, hein, on l'a vu, il est retourné carrément avec les espoirs, mais qui a sorti une très très grosse prestation, je trouve, dans un match de Ligue 1 comme ça, où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements, c'est très physique aussi. Donc on le rappelle, hein, ouais, Warren Zaïre-Emery, pour ceux qui l'oublient, il a quand même que 19 ans. Donc ça reste un très très jeune joueur qui a été très tôt lancé dans le bain. Si je dis pas de bêtises, je crois à l'époque c'était avec Christophe Galtier. Donc ça remonte quand même il y a un petit moment. Donc là pour le coup il a fait une très bonne prestation et on va voir s'il va pouvoir se réinstaller dans ce milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas dans cette concu où là, on le voit, il y a pas mal de blessés encore à Paris. Fabien Ruiz, Joao Neves, même Vitinha qui était encore sur le banc. Donc il aura sûrement du temps de jeu. Et après, on voit pas. On voit Luis Enrique quand même qui lui donne toujours sa confiance, hein, même s'il l'a mis sur le banc, quand il le fait jouer, on peut dire qu'il joue avec de la confiance en tout cas, ça se voit. Si on continue sur Seni Mayulu, pour l'ensemble de ses dernières prestations, donc comme je l'ai dit, il a un peu été baladé à tous les postes du terrain. Si on remonte au match du Barça, où il a fait un très bon match, il marque. Là, il marque encore sur ce match, mais même ses prestations avant, si on remonte encore plus loin depuis sa finale de Ligue des Champions, où bah, là aussi il est décisif. Donc ouais, franchement, il est énorme et petit à petit, il est en train de vraiment monter en puissance, que ce soit au Paris Saint-Germain ou même parmi les joueurs qui comptent en Ligue 1, voire peut-être sur le plan international. On verra. Là, il était convoqué avec les espoirs. Il était un peu blessé, donc il n'a pas pu jouer. Mais en tout cas, des grosses prestations récemment de Seni Mayulu. Et le troisième joueur, c'est Kangin. Donc il était annoncé sur le départ cet été. On parlait de lui en Angleterre, on parlait de lui dans d'autres clubs, je ne sais plus exactement, mais il y a eu pas mal de rumeurs. À Manchester United aussi, je crois. Enfin, pas mal de clubs. Mais je trouve que, bah, déjà, je crois que Paris n'a pas voulu s'en séparer. Les rumeurs, elles y étaient, mais Luis ils ont Enrique sauté. voulait le garder. Ouais. Ouais, exactement. Donc, je trouve qu'il a du temps de jeu et quand il a du temps de jeu, il est utile au collectif et il est efficace, actif. Lui, pareil, franchement, un très gros point positif pour ce joueur. Et enfin, un joueur que je trouve clairement pas au niveau de son équipe, c'est Lucas Beraldo. Donc défensivement, je le trouve
vraiment pas bon, pas rassurant. On sait qu'il a quand même sa petite qualité de relance, mais je trouve que ça suffit pas dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a pas mal de turnover, il y a pas mal de blessés, hein. On sait que Marquinhos il est toujours blessé. Pacho, on le fait souffler parce que avec les trêves internationales, lui il se déplace en Équateur. Exactement. Donc voilà. Ça fait un moment qu'il n'a pas une prestation référence, que ce soit en Ligue 1. Son comparse en défense, Zabarni, pour le coup, lui, on va lui laisser encore du temps parce qu'il est arrivé en plein milieu de prépa, le temps qu'il s'adapte. Lui aussi, je crois qu'il est encore un peu. Je crois qu'il est jeune, il a 21, 22 ans. Donc on va Ouais, quand même 23 lui. même ça. Ouais, ouais, peut-être. Voilà. Donc, Lyon, on va quand même lui laisser un peu de temps dans cette équipe du Paris Saint-Germain, mais je trouve aussi qu'il en montre pas énormément. Je pense qu'il pourrait en faire plus. On l'a quand même décrit comme un meilleur joueur que ce qu'il montre sur le terrain. Tiziano, sur ces quatre joueurs, est-ce que tu veux revenir sur quelqu'un ou sur les quatre qu'est-ce que tu penses de ces interrogations Ouais, je que vais j'ai faire par rapport un à ces joueurs? Enfin, petit mot rapide. Pour les petits Titi, Zaïre Emery et Mayoulou. J'ai l'impression que Zaïre Emery, ça lui a fait du bien, son retour en espoir. Peut-être un peu moins de pression, de redescendre. S'il y a pas, j'ai que 19 ans, j'ai encore tout le temps devant moi. Là, il fait un match de patron dans un milieu de terrain complètement. Un milieu de terrain Désiré Doué, Kangin Lee et Zaïre Emery. Je suis pas sûr qu'on le revoie plusieurs fois cette saison avec le PSG. Mais il a réussi à montrer du caractère, à faire un de ses meilleurs matchs de la saison, parce que pour l'instant, on l'avait pas nécessairement beaucoup vu de manière positive. Mayoulou, pareil, bah alors lui, on sait que le PSG a voulu lui faire de la place cet été en recrutant peu, en n'allant pas chercher un renfort, soit au milieu ou devant. Et Mayoulou, il lui rend la confiance. Il rend la confiance, parce que déjà son match face au Barça, il a été exceptionnel en pointe. Et là, aujourd'hui, il fait jouer latéral droit. Son poste de base, c'est plutôt au milieu de terrain, milieu offensif. Et à chaque fois, il deliver, comme on dit en anglais. Il apporte, il rend la confiance qu'on lui a donnée. Du coup, non, super joueur. Kang Lee, pareil, je trouve que techniquement, c'est balle au pied. Ce joueur, il est vraiment, enfin, il a vraiment une qualité au-dessus de la moyenne. Euh, il est peu, enfin, pas énormément utilisé, mais dès qu'il est sur le terrain, il joue de l'avant, il joue dans les petits espaces. Moi, je suis vraiment fan de ce joueur. Je trouve qu'avec le ballon, c'est fou. Et ouais, Beraldo, comme tu dis, enfin, moi, le souvenir que j'ai de Beraldo, c'est, je sais pas si tu te souviens, pendant la Coupe du Monde des clubs, il y a ce match face au Real, que le PSG gagne facilement, il fait une super prestation. Et derrière, tu as le match face à Chelsea en finale, où là, il est catastrophique. C'est vraiment le jour et la nuit, ce joueur. Euh, il peut faire Enfin, dans un match où l'opposition va pas forcément lui marcher dessus, il peut briller, il peut faire comme tu dis, ses belles relances, il peut gagner des duels, mais parfois il se fait juste marcher dessus en fait. Et tu te dis, mais il a pas le niveau de Ligue 1 en fait, ce mec. Du Ouais, coup, bon. même au-delà de se faire marcher dessus, je trouve que dans le positionnement, des fois, Ah ouais, non, il mais c'est est ça, c'est à l'impression leur il est, place il est complet perdu quand même. quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a Donc, des matchs où vraiment on dirait il éteint la lumière, c'est assez inquiétant. Bon, après, le PSG a William Pacho à son poste, hein, qui, bon, on sait l'année dernière, il a vraiment énormément joué, et quand il sera au pic de sa forme, ils pourront compter sur lui. Mais ouais, 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 ouais. ouais, mais je trouve dans ce turnover, en tout cas, il a joué pas mal de temps. Il a marqué, je crois, il y a un ou deux matchs, j'ai plus l'adversaire, où c'est Zabarni et lui qui marquent. Mais C'est contre. c'est Auxerre, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. exactement, ouais, ouais, exactement. Donc voilà, mais ouais, il va falloir quand même. Parce on sait que Paris, hein, le but, c'est quand même de tout gagner. Là, en plus, ils ont leur statut de meilleure équipe du monde en ayant gagné la Ligue des Champions. Donc, il va falloir quand même qu'ils aient des doublures au poste de défenseur de haut niveau. On voit que sur les autres joueurs qui font ce turnover, que ça soit au milieu ou en attaque, bah, comme on l'a dit, ils font leur travail. Mais en défense, c'est un peu plus compliqué. Donc ça sera quand même à suivre pour ces joueurs. Et après aussi, Quentin Jantou, aussi, lui aussi, il apporte pas mal de choses, hein, on en reparlera quand il aura encore montré autre chose, mais lui, ça commence à devenir intéressant aussi. Donc pour finir quand même, Paris qui n'est plus leader au classement de Ligue 1. Euh, c'est Marseille qui est premier, je crois qu'il y a un point d'écart, hein, c'est pas énorme non plus. Mais du coup, c'est un match nul quand même pour ces deux équipes.
Est-ce qu'il y a une petite inquiétude avant ce match contre Leverkusen ou pour la suite de la Ligue 1 où c'était vraiment un retour de sélection sachant qu'il va avoir le retour de Doué, il y a le retour de Doué, ça a été annoncé, mais Dembélé est dans le groupe pour la Ligue des Champions. Il n'y a toujours pas de Marquinhos, toujours pas de Fabian Ruiz ou de Joao Neves. Est-ce que toi, le mot inquiétude, on peut le poser ou pas, Tiziano? C'est dur d'être inquiet quand avec une équipe bis, tu vas chercher le point du nul et t'es pas loin de gagner, hein. Il y a des grosses occasions sur la fin du match. Si Paris gagne ce match, c'est pas un scandale. Alors que, voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment une équipe remaniée et fortement remaniée. Donc non, moi je pense pas qu'on doit être inquiet pour Paris. Ils sont pas encore lancés, leur saison n'est pas encore lancée. Il y a trop d'absents pour l'instant. Là, du 11 titulaire, il y a quoi? Il y a 3 joueurs, 4 peut-être, maximum, qui jouent ce week-end contre Bah, Strasbourg. Il y a Chevalier, Chevalier, Bar Doué, Barcola. Bah, Barcola, Doué, il était Barcola. plutôt sur le banc. Barcola, c'est oui, mais Ouais, bon, voilà. on peut le compter dans les titulaires, quoi. Et ouais, c'est super peu. Ouais, c'est vrai. Euh, du coup, moi, je pense que il va arriver à bout d'un moment où Paris va avoir le groupe complet. On les voit capables de récupérer les points qu'il faut en Ligue 1, même si bon, les deux derniers matchs, c'est deux matchs nuls. Après, c'est face à Lille, face à Strasbourg, avec à chaque fois une équipe remaniée. Non, vraiment pas inquiet. En Leverkusen, cette semaine, ça va. Enfin, c'est très faible cette saison. Je pense que c'est des points assez gratuits. Du coup, pas inquiet. Ok. Bah, quand même attention au retour de Désolé. Martin Terrier avec les Leverkusen. Peut-être que ça soit lui qui va les punir, mais on verra. J'ai juste l'équipe type de la semaine de Ligue 1 sous les yeux. Donc on avait Warren Zaïre-Emery avec une note de 7 par l'équipe qui est dans cette équipe. Et on a évidemment Panicelli avec 8 et Diego Moreira avec la note de 7 dans cette équipe. Pour Strasbourg aussi, qui va jouer contre l'équipe polonaise, alors que je me trompe pas sur le nom de l'équipe, euh, Jagiellonia. Donc ça sera en Ligue Conférence. Strasbourg qui a gagné son premier match de Ligue Conférence contre Bratislava. Euh, donc à voir ce que ça va donner. Techniquement, je crois que c'est toi qui en avais parlé quand on avait fait un peu le tour des équipes européennes. Mhm. Strasbourg qui est peut-être une des équipes favorites pour cette compétition. Donc Ah, complètement. il va falloir gagner en fait. Donc voilà. Si on continue sur cette huitième journée de Ligue 1, il y a le deuxième match, je pense, le plus intéressant, même si c'est pas parce que je suis supporter, mais ça a été Mhm. un super match. Donc le 3-2 de l'OGC Nice contre l'Olympique Lyonnais. Ça a été vraiment cool. On a donc 3 buts pour l'OGC Nice et 2 contre pour Lyon. Sur quoi tu veux revenir sur ce match? Peut-être cet Olympique Lyonnais qui a été défaillant en défense. Clinton Panta s'est exprimé en zone mixte. Il a dit que on n'avait pas retrouvé défensivement cette équipe de Lyon. Il y a le pénalty raté et on sait toujours que même si Lyon a fait un bon début de saison, ils n'ont pas assez de joueurs pour avoir un turnover au niveau. Sur quoi tu veux revenir ou peut-être sur cette équipe de Nice? Qu'est-ce que tu veux Ouais, nous ouais, dire ouais. là-dessus? Déjà sur Lyon, bah déjà défensivement, on a vu que Ruben Kluivert, ça a l'air d'être vraiment, mais vraiment compliqué. Parce que Niakate Mata cette saison, c'est vraiment mais solide, peut-être la meilleure paire de centrale de la saison. Et ils avaient joué toutes les minutes jusque-là. Et on voit pourquoi. Parce que si derrière Kluivert, il nous sort ce genre de prestations, bah déjà pour la CAN, ça va être inquiétant quand les deux vont partir. Et ouais, non, c'est compliqué, vraiment compliqué le match de Kluivert. Et offensivement aussi, parce que Lyon a quand même dominé le match. Tu me diras ton avis là-dessus. Mais bah, il y a ce penalty raté par Maitland qui coûte cher, parce qu'il y a le troisième but niçois juste derrière. Et il y a un manque de réalisme offensif de Lyon. C'est toutes les inquiétudes qu'on avait avec bah, le départ de Mikotadze et le fait qu'il n'y ait pas de vrai numéro 9 dans cette équipe. Bah, aujourd'hui, on voit ça coûte des points. Ça coûte des points à l'OL. Bon, je pense qu'ils sont quand même dans une situation où je pense que les supporters lyonnais auraient signé pour avoir ce nombre de points après après l'été qu'ils ont passé. Oui, clairement. Mais bon, ça fait deux matchs, deux défaites là, deux défaites sur les deux derniers matchs où tu peux avoir des regrets. C'est des matchs que tu peux gagner avec des circonstances un peu plus favorables. Ouais, exactement. Il y a Niakate qui est quand même rentré dans le match, donc c'était 77e, qui est une grosse colère, je crois, je crois que c'est sur le deuxième but de Lyon, où genre il a failli prendre un rouge bêtement.
Il s'est mis à crier sur l'arbitre un peu comme un fou. Mais ouais, lui, son absence a fait beaucoup de mal. Pareil hein, que pour Paris, enfin pour ces équipes qui ont pas mal d'internationaux, Paulo Fonseca a fait tourner avant le match de Coupe d'Europe. Mais ouais, cette équipe Fofana qui a été quand même très absent sur ce match. Ouais. On avait aussi Tagliafico qui était sur le banc, hein, qui joue encore avec l'Argentine. Donc pareil, le turnover. Mais voilà, cette équipe de Lyon ouais, qui a été en dessous, en tout cas défensivement, et je suis totalement d'accord avec l'œil vert. J'ai beaucoup de mal. Là, il était en défenseur central, mais même sur les côtés, je trouve que c'est compliqué ces prestations, hein. Oui, il a un point de vue c'est vraiment la réalité du match. Donc on concède, je pense que c'est 5 tirs cadrés, un truc comme ça. Et on prend 3 buts, ça veut dire qu'on n'était pas du tout efficace défensivement. Même si on n'a pas eu beaucoup de moments défensifs, c'était plutôt des transitions défensives. Et là, je pense qu'on doit maîtriser beaucoup mieux les situations. Un moment de jeu qui en est normalement performant. Et aujourd'hui, on n'était pas tout. Donc si pour gagner en Ligue 1, on a besoin de marquer 4 buts, ça sera difficile. Donc voilà, c'est déjà un axe d'évolution. C'est un axe d'analyse qui nous coûte cher aujourd'hui. Après, là, notre situation, on a été un peu paradoxal pendant le match. On a fait des choses intéressantes. On a dominé peut-être des fois sans contrôler et maîtriser le jeu, mais on a quand même créé des situations. Les joueurs de match, je pense que c'est les gardiens adversaires. On a attiré sur tous les stats offensifs, on a été meilleurs. Après, la détermination, les moments clés qu'il faut avoir la maturité, il faut avoir la malice, il faut avoir un esprit compétiteur plus fin, plus. Je pense que c'est la malice. Je me souviens qu'on marque le premier but et tout de suite on donne 3 situations dans laquelle un penalty qui était en jeu. Donc c'est dans ces sens-là. On rate un penalty, tout de suite après on prend un but. Donc c'est dans ces sens-là de la maîtrise émotionnelle et la maîtrise avec ballon qu'on doit être plus performant, même si on a encore une fois la sensation c'est le 3e match qu'on perd et qu'on peut gagner. Donc voilà. Sur cette équipe de Nice, quand même, honnêtement, alors sur la dernière émission qu'on avait fait avant la trêve avec Gaëtan, je commençais à perdre espoir sur ce début de saison de l'OGC Nice, vu les prestations qu'on avait eues. Là, pour le coup, évidemment, comme l'a dit Sofiane Diop et même Franck Hez en conférence de presse, c'est une prestation référence pour cette équipe de Nice. Il va falloir, ils se sont appuyés sur ce qui s'est passé contre Monaco, le match nul, et là, en fait. J'espère qu'elle est lancée. Et elle est quand même lancée de toute façon depuis le début de saison, qu'on le veuille ou non, avec tout ce qui nous a manqué dans un premier temps. En tout cas, sur les 2 derniers matchs, avant la trêve et au retour de la trêve, il y a en tout cas dans l'état d'esprit, notamment, pas que quand même, mais notamment dans l'état d'esprit, des choses qui ont bougé. Voilà, qui ont bougé. Et sans ça, alors sans d'autres choses aussi, hein, mais sans ça, que ce soit à Monaco quand on a joué 70 ou 72 minutes à 10 ou ce soir parce que l'adversaire est à très très bon niveau, on n'aurait pas pris des points sur ces 2 matchs et notamment la victoire ce soir. C'est sûr que c'est forcément un des moments clés de ce match, peut-être au vu du résultat final et probablement le moment clé parce qu'à ce moment-là, si le but c'est de 2, voilà, c'est l'équipe qui nous a quand même posé tout au long du match des problèmes. Et forcément, ça aurait été certainement compliqué, mais au but de 2, c'est non seulement de 1, mais on marque très vite le 3e but. Donc, oui. Ivan a été très bon tout au long du match, mais forcément là, c'est un arrêt essentiel pour notre victoire. Donc défensivement, ils ont pris 2 buts, mais ça a été plutôt solide. On a retrouvé un Yevan Diouf en confiance, Ouais. même au pied, il n'a pas trop douté. Il arrête ce penalty, mais même il fait plusieurs arrêts que j'ai trouvé décisifs. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir retrouvé ça. On a un Dante aussi, à chaque fois qu'il est là, même si hein, il commence enfin, c'est 42 ans, il se voit, qui fêtait son anniversaire en plus pour le match. Mais on sent qu'il apporte une sérénité quand même dans cette défense centrale. Après très jeune, hein, Mendy il a 22 ans, Pepra Opong il a 19 je crois, et Djoumaba quand il rentre il en a 19 aussi. Mais voilà, qui amène une sérénité. Les latéraux qui ont été bons, Melvin Bard qui marque, je pense que lui aussi, je l'avais dit, hein, sur son début de saison il n'était pas au niveau. Jonathan Klaus il n'était pas au niveau.
Donc Melvin Barth, c'est très bien de le voir marquer. Qu'est-ce qu'on a aussi Franquès qui a joué sans numéro 9. Donc qui jouait avec Sofiane Diop en faux 9 et Shaw et Boga sur écarté. J'ai trouvé ça très très intéressant aussi. Euh, donc il y avait pas mal de choses très bonnes dans ce match de l'OGC Nice et on a retrouvé de la confiance. Au moins une équipe qui... On sait que Nice s'appuie beaucoup sur des qualités comment dire, mentales. Ils parlent souvent en conférence de presse, ils sont souvent cette mentalité de guerrier, avoir l'envie, la bave aux lèvres, tout ça. Donc on l'a vraiment retrouvé enfin. Ça fait un moment qu'on l'attendait, donc c'est hyper positif pour cette équipe. Et en plus pour le match contre une équipe de Vigo qui est très faible, je sais même pas, je vais aller vérifier. Mais je crois qu'ils ont toujours pas gagné en Liga, si je dis pas de bêtises, ils sont 16e. Ah ouais, à ce point? Ouais, donc que je dise pas de bêtises, le Celta Vigo, ouais, qui ont fait match nul et qui sont, on a le Ah classement ouais, de Liga sous les yeux, qui sont 17e. 10 18e même. Ouais, exact. Ouais, 18e, j'ai. Et ah non, c'est la Real, pardon, 17e, excuse-moi. Et ouais, je crois qu'ils n'ont pas gagné encore un match, donc c'est peut-être le moment de vaincre cette fameuse série noire pour l'OGC Nice en Coupe d'Europe, même si c'est à l'extérieur. Demain, ils ont fait un entraînement ouvert pour les supporters, donc on espère que que la dynamique va continuer, sachant que comme on l'a dit, hein, alors on va retourner sur leur calendrier, mais ils ont un calendrier très chargé. Le calendrier de l'OGC Nice, donc prochain match, ça sera à Rennes, donc Nice aussi qui va à Vigo, qui reste à Vigo et qui après va directement à Rennes, qui Ok, ne fait pas de passage à Nice. Donc ils ont expliqué en conférence de presse que c'était pour garder, pour créer un groupe, en fait une dynamique, qui soit ensemble, tout ça. Donc on espère que ça va ah, c'est marcher. intéressant ça. Ouais. Et la semaine prochaine, il y aura Rennes, il y a Lille, ils se déplacent à Paris début novembre, après encore un match d'Europa League jusqu'à Metz, et après il y aura la trêve. Donc ça va être un calendrier chargé. Et on espère qu'ils feront pas comme la dernière trêve internationale où ils ont gagné contre Nantes, et après ça a été, comment dire, la débandade, on va dire. Mhm. Donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur ce match? Non, un petit Non? mot sur Nice. Je pense que Nice fait c'est un bon match de Nice quand Kevin Carlos ne foule pas le terrain. Voilà, je pense que c'est le petit mot que je rajouterai. Mais voilà, ta chance qu'on a très bien parlé. Ok, bah ouais, c'est vrai que son début de saison il est compliqué C'est, après. Et c'est- en tout cas, on espère que ça se passera mieux pour lui dans les prochaines échéances. on lui souhaite. Et aussi Sofiane Diop. Sofiane Diop, j'avais posé la question à Gaëtan. Je vais quand même le rappeler. J'ai demandé à Gaëtan si ça serait un joueur important pour l'OGC Nice. Il est en train de. Il a eu son déclic, lui, pour le coup. On attendait celui de Nice, mais lui, il a eu son déclic contre Monaco et contre le Paris FC avant. Donc là, il remet un but, une passe décisive. Donc j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. On continue sur les autres matchs de Ligue 1. Donc on a Monaco qui a fait quand même un match nul contre Angers. Donc Monaco qui s'est pas relancé avec leur nouveau coach, sachant qu'ils jouent Tottenham cette semaine en Ligue des Champions. Pas de retour de Pogba aussi, qui a eu une petite rechute au niveau de la cuisse, pardon, excuse-moi. Donc voilà, tu veux peut-être dire un mot sur Monaco. Après, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Un match nul contre Angers. Ouais, Angers qui a été match solide. nul contre Angers, c'est pas ce qu'on attend avec un nouveau coach. Bon, il n'a pas encore eu le temps, j'imagine, mettre ses idées en place. But de Balogun, ça peut faire du bien à l'attaque monégasque s'il arrive à se lancer. Ouais. Ouais, il y a surtout Mika Biarritz, hein, qui a mis un ou deux buts, je crois, cette saison encore, qui a pas vraiment lancé sur sa saison. Ouais, c'est pour Donc ça. lui aussi, il va falloir qu'il se remette Voir au aussi niveau. avec Ansu Fati, il y a une petite altercation là à sa sortie, je sais pas si tu as vu. Ah non, je suis passé à côté, j'avoue. Bah, en gros, il est sorti en colère, il a pas serré la main à son coach qui lui a lancé un regard bien noir. Ah ok. Du coup, bah, à voir la suite. À voir la suite, Ansu Fati, c'est pourtant un bon début de saison avec Monaco. Ok, bah, à suivre du coup. Et on verra ça de toute façon mercredi, je crois qu'il joue contre Tottenham à domicile. Donc va falloir suivre ça. Le carton de Marseille quand même, 6 buts à 2, quadruplé
contre le Havre, hein, quadruplé de Mason Greenwood. Marseille qui continue sur sa dynamique avant la trêve, là qui est en forme, qui joue l'Atalanta, je crois que c'est ce match en Ligue des Champions. L'Atalanta. Ouais, non, c'est le Sporting, pardon, qui se dépasse au Sporting. Ok. Donc, donc Marseille, ouais, super dynamique pour eux. Greenwood qui met un quadruplé, super cool. Est-ce que il y a polémique ou pas sur le rouge de Loris? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça un peu dur. Après, bon, c'est pas le scandale du siècle. Ça a tué le match, mais bon. Ouais. J'aurais pas mis rouge. Je sais pas ce que t'en penses. Honnêtement, je te pose la question, mais j'ai pas la réponse. Et oui, c'est 5 ans. Enfin, ça, c'est pas le scandale du siècle, hein. Comme je l'ai dit, ça peut sortir, mais bon. Ouais, ouais, Enfin, mettre un rouge comme ça en début de match, ça, tu sais que ça va tuer la rencontre. En plus, au Vélodrome. Le Havre à l'OM, c'est un peu dur, je trouve. Ouais. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que en fait, les deux lectures s'entendent. Oui, Si bien tu sûr. appliques la règle, bah, ouais, peut-être rouge. Mais bon. Mais en tout cas, après, je sais pas si réellement Le Havre aurait gagné ce match ou aurait fait match nul contre Marseille. Mais ça, c'est. On... J'ai plus l'expression, mais on refait le monde avec des si. Donc voilà. Lens qui continue aussi sa série contre le Paris FC, donc 2 buts à 1. C'est bien pour Lens et qui finit pas un match à 10. Donc c'est cool. Je crois que la stat, c'est sur l'année 2015, Lens, ils ont pris 7 cartons rouges, je crois. C'est la plus Depuis grosse. C'est l'équipe. 2015. 2015 depuis 2025, pardon, excuse-moi. Sur Ah, l'année 2025, ouais. ils ont pris 7 Ah cartons oui, rouges, ouais, donc ouais. Là, ouais, ça fait c'est beaucoup. un peu énorme. Mais donc cette fois-ci, ils ont fini à 11 et ils ont gagné. Toulouse qui bat Metz 4-0. Donc Metz, hein, grand risque de faire l'ascenseur cette Mais saison. ouais. C'était prévisible, mais du coup, on voit pas comment ils vont pouvoir s'en sortir quand même. Petite mention pour le tacle de Sané. Non, c'est ça? Oui, Sané, ouais, c'est sur le carton rouge. Ouais. Ah, c'est le carton rouge. Ouais, Ce qui est marrant, c'est qu'il avait fait un tacle aussi assassin il y a 2-3 semaines. Et il avait dit, ouais, faut que j'arrête, faut que je me calme en conférence de presse pour sortir ça aujourd'hui. Non, c'est fort. ouais, ouais, ça va être compliqué en tout cas pour Metz. Rennes aussi qui, avec son match nul contre Auxerre, on a vu dans la presse que Abibay aurait poussé un coup de gueule parce que son siège commence à chauffer. Encore un match nul. Est-ce que possiblement prochain match, sachant que c'est contre Nice du coup, est-ce que en cas de mauvais résultats, Abibay pourrait être licencié? Bah, apparemment, enfin, de ce qui est sorti, son vestiaire l'a un peu lâché. Les cadres sont pas convaincus de la méthode. C'est même étonnant qu'ils soient encore en poste, à vrai dire, de ce qui ressort. Euh, En fait, il va bien falloir que Rennes opère un changement parce que bon, le mercato était plutôt convaincant. L'équipe semble vouée à jouer quelque chose cette saison quand même. Et là, c'est quoi? C'est le cinquième, sixième match nul de la saison face à des oppositions un peu limitées, quoi. Du coup, non, c'est décevant. C'est un début de saison décevant. La méthode Habib Beye n'a pas l'air de fonctionner. Du coup, ouais, ça serait pas étonnant qu'ils prennent la porte. Ouais, alors on est sur 2 victoires, 5 matchs nuls et une défaite pour le Stade Rennais. Après, est-ce qu'on les a. Alors, sur le début de saison, moi je me suis un peu laissé avoir par la hype de Rennes et en tout cas les joueurs qu'il y avait. Moi j'aime plutôt bien le discours d'Abibé. Je le trouve. Déjà, quand il parle en conférence de presse, il parle vraiment de football, de tactique et tout ça. Peut-être qu'il en dit un peu trop et que pour ses adversaires, ça dévoile un peu ses stratégies. Mais, ouais, au final, est-ce qu'on s'est pas laissé un peu avoir par la hype de début de saison? Là, c'est un peu plus mitigé, mais au final, est-ce que le Stade Rennais n'est pas à sa place? Moi, je trouve que tu dois, je sais pas, je trouve que tu dois viser plus haut avec cet effectif. T'as quand même, déjà, on sait que les salaires à Rennes, etc., c'est parti du haut du tableau en Ligue 1. T'as mis de l'argent cet été, t'as mis de l'argent l'hiver dernier pour restructurer le club. Et pour moi, Rennes, c'est pas un club qui vise le milieu de tableau, c'est qu'un club qui vise l'Europe, quoi. Enfin, l'Europe, Europa League, Conference League. Aujourd'hui, t'as aucune excuse à être derrière un club comme Lens, par exemple. Hmm. Euh, pour moi, tu dois viser un peu ce train-là.
Ok. Ouais, après, ils sont à 3 points de Lille et Monaco. Donc, il y a encore rien de Ouais, fait, hein, c'est pas mais encore, c'est pas c'est pas comme s'ils catastrophique, étaient, hein, mais ils étaient dans les places 13, bien 14, sûr, 15, mais ça hein. fait beaucoup de matchs où ils C'est- mènent, ils sont devant, ils perdent des points un peu bêtement face à des adversaires plus qu'abordables. Ouais. Après, ils ont quand même des joueurs, ils ont quand même une défense centrale assez jeune. Bon, j'essaie un peu de les défendre, mais c'est vrai que c'est pas incroyable non plus, Rennes. Enfin, sur ces derniers matchs, donc à voir s'ils pourront se relancer contre Nice. Honnêtement, j'espère pas. Mais, euh, mais voilà, à suivre quand même la situation de Habibey. Euh, si je reprends mes matchs de Ligue 1, qu'est-ce qu'on avait? Donc Rennes-Auxerre, donc 2-2. Hein, Auxerre, hein, qui, contrairement à Rennes, eux, un match nul, ça leur convient et qui restent plutôt bien placés dans cette Ligue 1. Lorient-Brest, on a eu un 3-3, donc encore pas mal de buts dans cette journée de Ligue 1, pardon. Brest qui a son début de saison mitigé. Lorient, on sait qu'un leur but c'est de ne pas faire l'ascenseur comme Metz. Mhm. Donc ça sera à suivre. Et Brest, euh, on est d'accord que ça reste ventre mou de la Ligue 1. Il y a pas, on ne sait pas ce qui peut se passer de plus pour Brest. Vaut mieux éviter la relégation quand même pour eux aussi. Ouais, Ils- faire attention cette saison. Le début de saison était vraiment inquiétant, ça va mieux depuis quelques matchs, ça va à prendre des points. Mais après, voilà, faut s'éloigner de la zone rouge, quoi. Ouais, exactement. Bon, là, ils sont à 3 points. Brest 9 points. Et ouais, après, Ça c'est reste Le un peu Havre. juste, quoi. Ouais, ça va. Bah, de toute façon, je pense que ça va être un peu le fil rouge de leur saison. Euh, et après, il me manque un match. Donc, Lille-Nantes. Donc, victoire de Lille. À la Beaujoire, la Brigade Loire qui fêtait leurs 40 ans pour Nantes. Victoire convaincante de Lille quand même. Deux buts, enfin, ils ont été un peu inquiétés par un Mathis Sabine qui met deux barres transversales, mais dans l'ensemble, leur match a été plutôt bon, plutôt convaincant. Même Haraldsson qui se lance bien dans cette saison de Ligue 1, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Lille, c'est un peu ce club qui te sépare de. Enfin, si tu veux être un bon club, faut savoir battre Lille, j'ai l'impression. Il fait vraiment la séparation entre les bons clubs de Ligue 1 et les clubs plus faibles. Il va réussir à faire des résultats, voilà, contre Nantes, contre des adversaires comme ça. Genesio qui continue à faire du bon boulot avec des moyens, bon, pas toujours. Enfin, c'est une belle équipe, Lille, mais on sait qu'il y a beaucoup de renouveau cette saison, notamment. Et des joueurs qui se montrent. Et Gaman, notamment, qui marque un très beau but encore. Des belles surprises de Ligue 1. Haraldsson qui commence à se montrer, qui commence à vraiment avoir place de choix dans cet effectif. Non, Lille, ça continue son petit bonhomme de chemin. Ça fait un bon parcours en Europe jusqu'à présent. C'est encore une saison prometteuse pour les Dogs. Ouais, comme tu l'as dit, hein, les joueurs sont intéressants. Egaman, Fernandez Pardo, Giroud, le retour, Thomas Meunier, même, comment il s'appelle? Chancel Mbemba qui fait Ouais. un bon retour en Ligue 1 depuis son départ de Marseille. Donc Lille qui joue contre le PAOK Salonique en Europa League, donc qui reçoivent l'équipe, c'est les Grecs, hein. Euh, ouais, c'est une équipe grecque. Donc, ouais, qui reçoivent. Donc, ils vont essayer de surfer aussi sur cette victoire contre Nantes et la victoire contre la Roma. Désolé, Tiziano. Euh, j'ai oublié de dire, mais Lyon qui affronte Bâle qui reçoit Bâle en Ligue Europa aussi. Donc, là aussi, ça va être un bon défi pour les Lyonnais. Sur cette huitième journée de Ligue 1, je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais vous rappeler les prochains matchs donc pour la neuvième journée la semaine prochaine. Donc, on aura le droit à un bon défi pour Lyon qui va recevoir Strasbourg. On aura Rennes-Nice, pardon, Auxerre-Le Havre, Angers-Lorient, Lille-Metz, Marseille-Lens aussi qui va être intéressant. Lens-Marseille plutôt. Monaco-Toulouse, Brest-PSG et le Paris FC Nantes. Est-ce qu'il y a un match parmi ceux que j'ai cités que tu vas surveiller plus qu'un autre? Ouais, moi, le Lens Marseille, je suis vraiment hyper hypé. Est-ce que Lens fait un super début de saison, mais on sent qu'il y a encore quelques limites. Il y a pas mal de pertes de balles dans ce système à deux milieux aussi. On voit que dès qu'il y a une perte de balle au milieu, ça se projette extrêmement vite dans le camp en face. Et ça va être un beau défi, je pense, face à l'OM qui est sur quoi, 5 victoires d'affilée. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer la série? C'est euh, c'est une belle opposition.
Ouais, exactement. Donc Lens-Marseille et moi je prendrais Rennes-Nice, hein, comme tout ce qu'on a dit sur les deux équipes, hein. Euh, ça va être intéressant. Si en plus Nice fait un bon résultat en Europe, ils seront sur cette bonne dynamique. Mhm. Donc ça va être intéressant à suivre. Et Lyon-Strasbourg, je pense que ça aussi ça va être Ouais. un bon match, sachant que les deux équipes jouent en Coupe d'Europe. Euh, Ça va être intéressant à suivre. Petit point sur le classement. Sur le classement, si ça veut bien se mettre. Ok. Ah, parfait. Alors, on a l'Olympique de Marseille, du coup, qui est leader de cette Ligue 1 avec 18 points. On a le Paris Saint-Germain avec 17 qui est deuxième. Ex aequo pour le podium, on a Strasbourg et le RC Lens. Cinquième, l'Olympique Lyonnais avec 15 points. Le LOSC, 14 points ex aequo avec Monaco. Et sur cette fin de classement, donc on a Metz qui est toujours bloqué à 2 points. On a Angers avec 6 points ex aequo avec Le Havre et Nantes. Et on a Auxerre qui est 14e avec 7 points. Pour les buteurs. Pour les buteurs, du coup, on a Joaquin Panicelli donc avec sa super prestation contre le Paris Saint-Germain qui est meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts. Mason Greenwood avec son quadruplé du coup qui est à 6 buts. Et en troisième position, Ansu Fati et ses 5 buts. Voilà. Et pour les passeurs, si. Donc on Masson, a non? Thomasson, ouais, exactement. Thomasson avec 5 passes décisives. Et après, on a Ilan Kebal, Nadir, Correa, Ayork, Camara, Donum et Greenwood qui ont 3 passes décisives. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette huitième journée. On a été plutôt complet encore une fois. Est-ce que peut-être on a oublié de parler quelque chose, Tiziano, qui te revient rapidement ou on peut passer à la séquence suivante? Non, comme ça, je trouve qu'on a été complet, j'ai rien à rajouter pour l'instant. Ok, bah donc sur cette séquence suivante, donc comme d'habitude, on parle des anciens de Ligue 1 qui performent dans les autres championnats, des pépites, peu importe, des Français à l'étranger. De qui tu souhaitais nous parler, Tiziano? Ouais, je voulais faire un petit mot pour un ancien niçois qui devrait peut-être rappeler des souvenirs, Lucas Dacunia, et, Ok. euh, et le com de Fabregas, qui a battu la Juventus ce week-end. Lucas Dacunia qui est le capitaine de cette équipe. Et après un début de saison un peu moyen, là, ils sont partis sur une belle dynamique com. Viennent de passer devant la Juventus, ils sont sixième à 3 points du leader, l'Inter. Et ouais, non, c'est un petit applaudissement pour cette équipe qui pratique un football offensif, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Fabregas a ses idées. On sait qu'ils ont des moyens, qu'ils n'ont pas peur d'acheter des jeunes pépites. Et c'est une équipe à suivre hein, cette saison, et dans les saisons à venir aussi, je pense. Ok, et ben moi je vais partir. Ouais, déjà, Lucas Daconia, c'est vrai qu'il a été un peu boycott par les clubs de Ligue 1 et là, depuis qu'il est à Com, Ah, c'est une progression que j'ai pas vu venir, perso, moi, quand je le voyais celui qui me me dit le qu'il a laisser vu venir, Nice. franchement, bien joué en tout cas. Mais ouais, c'est top pour lui. Moi, il y a pas mal de choses que je voulais évoquer. Déjà, il y a eu pas mal de buteurs en Europe cette semaine. Kylian Mbappé, Michael Olise, ceux qu'on a l'habitude. Jean-Philippe Mateta aussi, avec son triplé. On a eu deux joueurs à Burnley, deux Français, deux jeunes Français en plus, qui ont marqué dans leur victoire contre Leeds, pardon. Donc Hugo Choukou et Loum Chauna. Loum Chauna qui met un superbe but. Je vous conseille d'aller le voir. Mais je vais m'attarder sur Ange Johan Boni, donc le buteur de l'Inter Milan qui actuellement joue dû à la blessure de Marcus Thuram. Et qui a encore marqué, je crois qu'il a son troisième but, si je dis pas de bêtises, depuis le début de saison avec l'Inter, et qui apporte la victoire à, à l'Inter, pardon, contre la Roma. Donc voilà, peut-être un attaquant à surveiller pour Didier Deschamps, un de plus. Lui qui joue à Parme la saison dernière, il est un peu arrivé. On n'a pas trop parlé sur son arrivée à l'Inter, mais peut-être que ça risque d'être un joueur intéressant au fil de la saison. Voilà. Et après, évidemment, vu qu'on en a parlé sur les dernières semaines, hein, sur cette Coupe du Monde U20, malheureusement, où ça s'est arrêté pour l'équipe de France, euh,
qui s'est arrêté en demi-finale. Et malheureusement, ils n'ont pas pu accrocher cette troisième place, mais c'était quand même déjà un beau parcours pour l'équipe de France dans cette compétition, sachant qu'il y a eu ces histoires de trêve internationale, vu que c'est pas les calendriers FIFA, des joueurs qui viennent pour 2 matchs, qui repartent. On sait que Bernard Diomède, il a quand même eu beaucoup de mal à faire son, son Groupe, groupe, ouais. pardon. Et je crois qu'il a, alors de ce qu'il a dit, je crois qu'il a fait, il y a eu 30, entre 30 et 40 refus de joueurs. Sur les joueurs qui pouvaient venir, il y avait pas mal de joueurs, Lenny Yoro, même Désiré Doué, il pouvait venir. On a eu ce truc avec Simon Boabré qui est venu, qui marque et qui repart direct parce que Néom l'appelle. Bref, en tout cas, dommage pour cette équipe, hein, après la victoire en 2013, donc la génération Pogba, Thauvin, je crois qu'il y avait Bossetti, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour cette Coupe du Monde U20. Eh ben, je pense qu'on a été plutôt pas mal, encore une fois, sur cette 8e journée de Ligue 1. Évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors, comme vous voyez dans le fond de ce côté, petit soutien à Octobre Rose quand même pour, pour le dépistage du cancer du sein chez les femmes. Donc voilà, on soutient évidemment des causes comme ça. Tiziano, je pense qu'on a été top. Merci encore une fois d'être venu pour l'équipe de France et cette fois-ci pour la Ligue 1. On espère te revoir bientôt. Bah, merci, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir, hein, de parler foot avec toi. En live, hein, sur la Trix, c'est un plaisir, Vincent. Ouais, bah ouais, encore une fois, c'était un plaisir. On espère qu'on reverra nos comparses Gaëtan et, euh, et Guillange. Guillange, Pardon, hein. j'oublie. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu que j'oublie son prénom. Mais on espère les revoir bientôt. Et évidemment, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Donc on se dit à plus tard, évidemment. Donc déjà, à plus pour la vidéo sur YouTube.